Citroën est dans une situation qui est vraiment préoccupante. La marque, qui est historiquement la troisième sur son marché domestique, le marché français, est en perte de vitesse. Sachez qu'en 2023, elle s'est largement fait dépasser par Dacia et ça s'est renouvelé en 2024. Et même en 2024, Citroën s'est fait dépasser par Volkswagen et par Toyota en plus. En 2024, Citroën est sixième sur le marché français, son marché domestique, son marché historique. Je pense que cette chute de part de marché est quelque chose de très préoccupant pour la marque Citroën, d'autant plus qu'en 2024, la marque a présenté et sorti des nouveautés que sont la C3, la IC3 électrique, la C3 Aircross et la IC3 Aircross électrique, des nouveautés qui n'ont pas permis d'infléchir la tendance et la perte de part de marché sur cette année 2024. Alors, est-ce que ces nouveautés vont apporter un mieux sur les immatriculations de 2025 sur le marché domestique français et on va espérer sur le marché européen? J'en suis pas sûr, on va étudier ça. Avant tout ça, j'aimerais qu'on étudie les raisons qui font que depuis 15 ans, Citroën se retrouve dans cette situation aujourd'hui. Citroën, la marque telle qu'on la connaît, c'est le Citroën qui a été racheté par Peugeot au milieu des années 70 et que Peugeot a essayé de faire exister de manière différente que la marque Peugeot dans les années 80, 90 et au début des années 2000. La stratégie de Peugeot, c'était de faire des voitures très classiques, très sobres du côté de chez Peugeot et quelque chose d'un peu plus original du côté de chez Citroën. C'est chez Citroën que vous alliez trouver une BX, par exemple, avec un design pour le moins original. C'est chez Citroën que vous alliez trouver la ZX avec une banquette coulissante. C'est chez Citroën que vous alliez trouver la XM avec ses 13 vitres. Et l'apogée pour moi de cette identité Citroën à la fois bien installée sur le marché français, mais avec une certaine originalité, c'est le début des années 2000, on va dire 2005, au moment où Citroën a restylé la première génération de C5 et a sorti la première génération de C4. Vous aviez une gamme, donc les gammes C, C1, C2, C3, C5, etc., qui commençaient à être bien installées, qui étaient cohérentes, qui étaient bien positionnées, tout en étant très différentes de la gamme Peugeot, avec notamment des modèles à succès comme les monospaces Picasso, le Xara Picasso pour commencer, les C4 Picasso ensuite, et le petit dernier C3 Picasso un peu plus tard dans la décennie. Pour moi, le début de la descente en ce qui concerne le positionnement de Citroën commence en 2010 lorsque Citroën a renouvelé la C4. Sur ce renouvellement, Citroën a sorti un véhicule complètement plan-plan d'un point de vue design et qui renonçait à toute l'originalité qui faisait que la C4 de première génération avait son identité très Citroën qui lui était propre, à savoir une planche de bord symétrique avec l'afficheur central pour la vitesse, le volant à moyeu fixe, une version coupée très originale dans son design et surtout une voiture qui se transforme en robot, ce qui n'était pas donné à toute la concurrence. Au-delà de toute l'originalité perdue par cette deuxième génération de C4, le fait qu'elle soit sortie en 2010 lui a interdit aussi de bénéficier de toutes les nouveautés de la plateforme EMP2 qui sortait 3 ans plus tard sur la nouvelle 308 et qui donc de fait la rendait nettement moins compétitive sur le marché à partir de sa mi-carrière. Plateforme EMP2 qui heureusement sera prise par le C4 Picasso et qui lui assurera un certain succès jusqu'à ce qu'il devienne Space Tourer et soit abandonné par Citroën. Deuxième fait marquant chez Citroën dans les années 2010, c'est la DS3 et les DS en général. La DS3, ça a super bien marché. Pourquoi ? Parce que c'était une voiture qui était jolie, qui était originale, qui était un peu plus chère, mais pas trop, donc qui restait abordable par rapport à une C3. Et pour Citroën, ça faisait de la marge assez facilement, puisque la voiture coûtait pas trop beaucoup plus cher à produire par rapport à la C3 normale. Mais plutôt que d'avancer doucement avec cette nouvelle griffe DS et de jouer dessus pour enrichir la réputation de Citroën, le groupe PSA s'est un peu emballé et a sorti tout de suite d'autres véhicules badgés DS qui sont la DS4 et la DS5. Et là, il faut tout de suite le dire, c'était beaucoup moins réussi que la DS3. Jugez-en plutôt, la DS4, c'était soi-disant un crossover SUV basé sur une plateforme de berline, et la DS5, c'était soi-disant une berline basée sur une plateforme de crossover SUV, celle du Peugeot 3008 de première génération. Alors là, déjà, vous avez quand même pas mal de confusion. Ajoutez à ça que c'était des véhicules qui, forcément, vu leur positionnement dans la gamme, étaient plus chers que la DS3 et que les C4 et C5 équivalentes. Que la DS5 n'était pas spécialement un modèle de confort, là où la C5 traditionnelle disposait encore de la suspension hydractive. Le fait qu'on ait une DS qui n'est pas la suspension hydractive et qui était inconfortable, ça fait couler beaucoup d'encre aussi.
Donc DS s'est perdu un peu dans ses gammes, et plutôt que de ralentir sur cette diversification, décision a été prise chez PSA de lancer DS en tant que marque à part entière et de couper Citroën de cette griffe DS. Et ça, pour moi, ça a fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal à Citroën puisque ça l'a privé de toute une partie de son histoire sur laquelle elle pouvait se reposer pour établir son argumentaire marketing. Et aussi, côté DS, ça a privé DS de toute l'histoire de Citroën sur laquelle elle aurait pu s'appuyer pour mieux vendre ses voitures. Je pense que et Citroën et DS ont pâti de la situation. Et privé de cette image haut de gamme que pouvaient être les Citroën avec DS, et ben la marque a essayé de se réinventer et a cherché de nouvelles choses. Et je pense à l'épisode C4 Cactus, qui est pour moi une grosse occasion manquée d'avoir apporté quelque chose de pertinent sur le marché des véhicules low cost pas chers. La C4 Cactus était un véhicule basé sur une plateforme de Peugeot 208 de l'époque, mais qui était plus simple. Elle était moins équipée, on n'avait pas de contour, on n'avait pas de vitre arrière descendante, on n'avait pas d'aérateur côté passager, on avait tout un tas de petites astuces qui rendaient la voiture plus légère, plus efficiente et moins chère à produire. Le problème de tout ça, c'est que le marketing a voulu placer la Cactus sur le segment de la Citroën C4. Et c'est pour ça qu'elle est devenue la Citroën C4 Cactus. L'argument était qu'elle était aussi habitable qu'une C4. Le problème, c'est qu'on voyait très bien que ça n'avait pas du tout les mêmes prestations qu'une voiture du calibre d'une C4 ou d'une 308, et que même si les prix étaient moins chers qu'une Citroën C4, le fait qu'elle soit pas moins chère qu'une Peugeot 208, eh ben, ça n'a pas vraiment permis à la voiture de décoller en termes de carrière commerciale. Et moi, je suis persuadé que si cette voiture avait été au bon prix, c'est-à-dire 5 000 € moins cher que ce qu'elle était présentée, c'est-à-dire une vraie voiture low cost, mais low cost de manière différente de Dacia. Dacia, on tire les prix sur chaque élément de la voiture. La Cactus, c'était mettre moins de choses dans une voiture tout en assurant un certain service. Donc c'était quand même une offre intéressante sur le marché. Le fait d'être vendu aussi cher qu'une 208 alors qu'on avait moins d'équipement qu'une 208, ça a forcément entravé la carrière de cette voiture. Et là, vraiment, je pense que c'est vraiment dommage puisqu'il y avait une vraie proposition de valeur sur cette voiture, à savoir de la place, de la légèreté, des performances suffisantes et qui aurait pu être beaucoup moins cher et donc se vendre beaucoup, beaucoup mieux. La fin des années 2010 a vu aussi l'arrêt et l'abandon de Citroën de la gamme Picasso, qui était pourtant extrêmement rentable et qui se vendait extrêmement bien sur le marché français et européen. Le C4 Picasso de deuxième génération, c'était une très très bonne voiture. Pensez bien, hein, la C4 Picasso de deuxième génération était aussi légère que la Xara Picasso, qui était beaucoup plus petite, la Xara Picasso du tout début des années 2000. La version 7 places était un peu plus longue et un peu plus lourde, mais finalement pas tant que ça, et était une offre très pertinente sur le marché et très bien calibrée pour les familles qui avaient besoin d'un véhicule 7 places. De même, la C3 Picasso est arrivée avec un design très original, que moi j'aime beaucoup personnellement, et tout en étant très spacieux, avec une banquette coulissante, très astucieux. Donc là encore, un véhicule très bien positionné. La mode des SUV ayant frappé, Citroën a cru bon d'abandonner les Picasso et de nous mettre du C3 Aircross et du C5 Aircross, qui étaient beaucoup moins originaux dans leur design et qui étaient beaucoup moins habitables que les véhicules qu'ils remplacent. En arrivant sur les années 2020, on a encore eu des altermoments en ce qui concerne le positionnement marketing de Citroën. On a eu une C4 qui a été renouvelée en 2020, qui n'a toujours pas eu droit à la plateforme EMP2, donc il y a eu d'entrée un déficit de compétitivité par rapport à une 308, à une Opel Astra ou à d'autres concurrentes européennes qui étaient sur des vraies plateformes dédiées à ce type de segment de voiture. Une version électrique qui était pas plus compétitive en termes de performance électrique, d'autonomie, de recharge que la 208, mais qui était vendue plus cher, donc forcément qui n'a pas spécialement brillé commercialement sur le marché européen. Donc pareil, là, une C4 en 2020 qui n'a pas assuré, à mon avis, d'un point de vue positionnement marketing. Citroën a fait une petite tentative de revenir sur le haut de gamme avec la C5X, mais avec une voiture qui n'a pas d'hydractif, qui n'a pas d'équipements technologiques originaux comme le volant à moyeu fixe, qui n'est même pas fabriqué en France, qui était fabriqué en Chine. Donc là encore, ça n'a pas marché. Parmi tout ça, quand même, il y a eu un petit succès, c'est la Citroën Ami qui a bien trouvé son public en ce qui concerne, on va dire, les collégiens, lycéens qui ont des voitures sans permis pour aller à l'école de manière plus sûre que sur un scooter.
L'avantage de la Citroën Ami, c'est que c'est la moins chère des véhicules sans permis disponibles sur le marché. Donc Citroën a très très bien joué sa carte de ce point de vue-là. Et un peu comme la Cactus en son temps, si elle avait été à bon prix, la Citroën Ami, c'est pas une voiture pas chère pour être pas chère. Elle apporte aussi une certaine originalité, une certaine fraîcheur au niveau du design, qui fait que c'est une voiture qu'on a envie d'avoir. Le regret que j'ai en ce qui concerne la Citroën Ami, c'est que contrairement à Renault avec la Twizy, il n'y a pas de version homologuée en quadricycle lourd pouvant aller jusqu'à 80 km/h. Et ça, pour moi, c'est une grosse erreur de Citroën et j'espère qu'ils vont la corriger un jour ou l'autre, puisque avoir une Citroën Ami homologuée en quadricycle lourd, ça permettrait, je sais pas, pour 1000-2000 euros de plus, donc toujours pas très cher, d'avoir une voiture très polyvalente qui peut rouler en ville et sur le réseau secondaire à 80 km/h, pour pas cher, qui soit légère, qui consomme peu, qui soit pas cher à assurer, etc., etc. Quelque chose de très vertueux, à mon avis, dans l'aspiration à une certaine sobriété face à tous les SUV électriques de 2 tonnes qui nous entourent sur le marché de l'électrique aujourd'hui. Et ce qui est d'autant plus regrettable, c'est que la Citroën Ami à 80 km/h, c'est tout à fait possible techniquement. Valeo, qui fournit la chaîne électrique 48 volts de la Citroën Ami, a présenté des démonstrateurs sur certains salons de Citroën Ami qui peuvent aller à 80 km/h et qui étaient très très efficaces, qui marchaient très bien. Là, ce qu'on attend, c'est juste la décision de Stellantis et de Citroën de mettre cette version en production pour motoriser un petit peu les campagnes avec une voiture qui puisse aller à 80 km/h et qui coûte vraiment vraiment pas cher. Et en plus de tous ces points, on va dire stratégiques, marketing, positionnement commercial que je viens de vous citer, Citroën a été victime de ces dernières années des problèmes de qualité du groupe Stellantis, avec notamment les problèmes de fiabilité malheureusement bien trop connus sur le PureTech, le moteur essence de PSA, et aussi plus spécifiquement à Citroën et ADS malheureusement, les problèmes avec les airbags Takata qui ont immobilisé les véhicules de plusieurs dizaines de milliers d'automobilistes. Ça a vraiment dégradé l'image de Citroën, ça a à mon avis achevé la dégradation de l'image de Citroën ces dernières années. Alors avec le tableau que je viens de vous dresser, vous comprenez un peu mieux, je pense, pourquoi Citroën a dégradé ses parts de marché en France face à des marques étrangères qui ont un positionnement très clair, savoir Dacia qui veut des voitures fiables et pas chères, Toyota qui vous offre des voitures fiables hybrides qui consomment peu, et Volkswagen qui vous offre entre guillemets la qualité allemande pour des loyers en LLD et en LOA vraiment pas chers non plus. Mais parlons maintenant des nouvelles Citroën, des nouveautés qui sont apparues en toute fin 2024, la C3, la IC3, la C3 Aircross et la IC3 Aircross. Ces 4 voitures n'en sont à peu près qu'une finalement, puisqu'elles ont été conçues ensemble à partir d'une plateforme dite Smart Car, qui est une version low cost de la plateforme CMP qui équipe la Peugeot 208, la Peugeot 2008, l'Opel Corsa, l'Opel Mokka et les autres petites voitures du groupe Stellantis. Et là, on commence à voir la naissance difficile de ces voitures, puisque la plateforme Smart Car, c'est une plateforme qui a été avant tout conçue pour l'Inde et le marché sud-américain, le Mercosur comme on dit. Et cette plateforme, dont la conception a été sous-traitée au groupe indien Tata Engineering, et cette plateforme n'avait pas du tout dans son cahier des charges initial de prise en compte des normes, notamment de sécurité, du marché européen. Donc le fait de partir d'une plateforme low cost développée par un sous-traitant indien et de devoir après la remettre aux normes pour le marché européen, eh ben, ça a entraîné pas mal de coûts qui pouvaient remettre en question la décision initiale de partir sur cette plateforme dite low cost à la base. Ajoutez à ça des difficultés liées à la sous-traitance à proprement parler. Citroën avait déjà testé avec la Citroën Ami et la production, les tout premiers modèles, c'était très très compliqué d'atteindre un standard de qualité digne d'un grand industriel de l'automobile. Et concernant la conception de la plateforme Smart Car et des C3, C3 Aircross indiennes et sud-américaines, le fait d'avoir fait appel à Tata Engineering a posé quelques soucis de communication et d'échange, et surtout, Citroën n'est pas le seul client de Tata Engineering. Il y a un autre client de Tata Engineering qui s'appelle Tata Motors qui fabrique des voitures. Et Tata Motors, ils sont allés toquer à la porte de Tata Engineering et ils ont demandé est-ce qu'ils ne pouvaient pas leur faire une petite voiture de moins de 4 mètres pour le marché indien. Et Tata Engineering leur a proposé la Tata Punch qui n'est rien d'autre qu'une copie de la Citroën C3 qui a été conçue par les mêmes bureaux d'études. Et on parle bien d'une copie, pas d'un accord qui a été initialement conclu avec Citroën pour avoir d'un côté une Citroën et de l'autre une Tata. Citroën n'était pas au courant que Tata allait reprendre l'ingénierie qui a été mise dans sa C3 pour un véhicule avec la marque Tata.
Et une fois reprise cette plateforme et adaptée aux normes européennes, Stellantis en Europe a décidé de partager les coûts, alors avec originalement une C3 et une C3 Aircross qui partagent beaucoup de pièces en commun, mais aussi l'Opel Frontera qui sera un SUV équivalent au C3 Aircross chez Opel, et la Fiat Panda qui sera l'équivalent de la C3 chez Fiat. Fiat qui aura aussi sa propre version du C3 Aircross un peu plus tard dans l'année. Et comme si ça ne suffisait pas en termes de difficulté de mise au point de cette C3, est arrivée en 2024 une grosse subvention potentielle pour les véhicules pas chers électriques, à savoir le leasing social en début d'année dernière. Et Citroën a mis un coup de pression pour sortir la IC3 dans les délais d'immatriculation pour être éligible au leasing social. Et ça a fait que les clients ont dû être livrés, en tout cas sur le papier, avant le 30 septembre 2024, avec des voitures qui n'étaient tout simplement pas au point, avec beaucoup de bugs. Et ça a créé pas mal de déconvenues. Et c'est vraiment dommage de gâcher le lancement d'un véhicule pour ça. Est-ce que le jeu en valait la chandelle pour 12 000 € de subvention par voiture? Peut-être que oui. Il faudra quand même garder en tête que ce lancement raté va laisser des séquelles, à mon avis, sur la vie commerciale de la C3. Alors je vous ai parlé un peu de la naissance de la voiture, de la naissance de la plateforme, mais finalement la C3 Aircross et les voitures électriques associées, qu'est-ce que c'est? C'est une promesse qui est finalement assez simple, c'est une voiture homogène, pas chère, disponible en thermique, en hybride et en électrique. La promesse, elle est là, c'est que vous allez avoir une voiture jolie, pas chère, disponible dans la motorisation de votre choix. En ce qui concerne la version électrique, la promesse, c'est des prestations décentes, pas exceptionnelles, mais décentes, à savoir environ 325 km d'autonomie WLTP, un temps de charge de 10 à 80% en à peu près 30 minutes, voire un peu moins, le tout à moins de 20 000 €. Ça, c'est la promesse. Et concernant le C3 Aircross, la promesse, c'est un véhicule 7 places, spacieux, le moins cher possible. Les promesses sont simples et elles ont, à mon avis, pas mal de valeur sur le marché. Le problème, c'est que la réalité est un peu plus compliquée que les promesses que je viens de vous citer. Tout d'abord, en ce qui concerne la simplicité de la voiture et le choix des motorisations, il faut quand même reconnaître que c'est une voiture qui est très basique dans son mobilier à l'intérieur. On n'a pas l'impression d'être surclassé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et concernant les moteurs, là, malheureusement, du côté thermique et entre guillemets hybride, et il faut toujours composer avec le 1,2 litre PureTech. Alors certes, la version de 3e génération qui dispose désormais d'une chaîne au lieu d'une courroie humide, mais qui n'est pas exempte de défauts. En tout cas, on demande à avoir la fiabilité dans le temps. Ça handicape forcément la réputation de la voiture et son lancement. Citroën a eu pour moi une bonne réaction, c'est qu'ils garantissent les moteurs et les voitures 8 ans. Ça, je pense que c'est nécessaire à la fois pour rassurer les acheteurs, mais aussi pour que Stellantis mette les moyens pour fiabiliser enfin ce moteur. Concernant la partie hybride, on est sur de l'hybride basse tension 48 volts, donc on n'est absolument pas au niveau de ce que peut proposer Toyota, Renault ou MG, et on n'est pas spécialement moins cher non plus. Donc là encore, la promesse est, à mon avis, pas 100% remplie. Concernant la version électrique, la promesse des prestations, je pense qu'elle est tenue, au terme des 325 km WLTP et des temps de charge. Le gros problème, c'est le prix. On disait moins de 20 000 €, moins de 20 000 € si vous avez un bonus écologique et sous conditions de ressources et sans Apple CarPlay dans la voiture. Ça fait quand même beaucoup de si pour atteindre ces 20 000 €. Et au lancement en 2024, la différence de prix à équipement à peu près équivalent entre une C3 avec le moteur essence et une C3 avec le moteur électrique montait jusqu'à 10 000 €. Et certes, 25 000 €, ça reste un prix acceptable dans le monde de l'électrique, mais être 10 000 € plus cher que la version essence, ça faisait très bien sentir à la clientèle que la voiture n'était pas assez compétitive en l'état. Et concernant la version SUV Aircross, là non plus pour moi le compte n'y est pas, puisque la voiture est vendue 4 000 € plus cher dans ses versions thermiques et électriques que la C3, alors que c'est juste une version break. Moi je me souviens d'une époque où les versions break c'était quelques centaines d'euros de plus, et maximum 1000 € de plus qu'une version berline. Là, c'est 4 000 € de plus. Et concernant la version électrique, on n'a pas le droit aux 7 places et on a une autonomie moindre et forcément des consommations supérieures. Donc un véhicule qui est très compromis et un compromis qui n'est même pas compensé par les 7 places. Donc la réalité est quand même beaucoup plus contrastée que les promesses simples et efficaces que souhaite nous vendre le marketing par rapport à ces nouveaux véhicules. Et si on pense à la C3 électrique, juste à la C3 électrique berline classique,
on pourrait se dire qu'avec le jeu des bonus, être à moins de 20 000 euros ou à un peu plus de 20 000 euros pour une voiture électrique, c'est pas si mal. Mais il faut garder en tête qu'il y a de la concurrence en face. On a la Dacia Spring, qui est certes beaucoup trop chère, mais qui est revenue dans la version 45 chevaux à 17 000 euros, donc qui reste moins chère que la Citroën C3, même si les prestations sont moindres. On a la Fiat Panda du côté de chez Fiat, dont l'image de marque pâtit moins des déboires PureTech et Takata de ces dernières années. On a la Hyundai Inster qui, à mon avis, va être un choix très pertinent, surtout si elle arrive à décrocher le bonus écologique au courant de l'année. Hyundai est une marque quand même très reconnue dans le monde de l'électrique désormais sur le marché européen depuis 2018. On a Peugeot avec la 208 qui existe toujours, avec la version de base qui a baissé en prix et qui se rapproche finalement à équipement équivalent de la C3 haut de gamme, la C3 électrique haut de gamme avec un peu plus d'équipement et surtout la connectivité CarPlay et le GPS, c'est 28 000 euros, donc on est quand même loin des 20 000 euros annoncés. Et dans ces prix-là, vous pouvez avoir une Peugeot i208 nettement fiabilisée depuis sa sortie il y a maintenant plus de 5 ans. Et il ne faut pas oublier aussi les futures stars de l'année 2025. Je pense à la future star française qui est la Renault 5 dans sa version petite batterie qui va être homologuée aussi autour de 320 km. La Renault 5, c'est quand même un tour de force de la part de Renault, certes qui n'est pas au top de ce qu'on sait faire d'un point de vue électrique dans l'industrie, mais finalement, la version à petite batterie va pas être beaucoup plus chère que la C3 électrique haut de gamme, mais propose un intérieur qui est bien plus sympa et surtout une connectivité avec les services Google qui est nettement au-dessus que les écrans et les logiciels Stellantis. Donc là encore, la concurrence est très aiguisée pour la Citroën C3. Et sur le marché européen, je pense que d'ici fin d'année ou 2026, on aura droit aussi à la BYD Seagull, qui a pour elle la force d'être une voiture conçue comme étant électrique de base et de bénéficier des dernières technologies chinoises en ce qui concerne la conception de voitures électriques et qui devrait là encore être à des prix autour de 20-25 000 euros dans des versions plutôt bien équipées. Tout ça pour dire que dans ce paysage concurrentiel, le défi qui se présente devant la Citroën C3 électrique ne sera pas mince à relever. Alors finalement, pour répondre à la question de départ, est-ce que Citroën va se relever de la situation dans laquelle il est, avec des parts de marché qui se sont écroulées en France et en Europe? Alors je pense quand même qu'il y a deux points positifs à retenir de la situation actuelle pour Citroën. D'une part, le positionnement est désormais très clair. Vous avez des voitures pas chères si vous allez acheter une Citroën. Et ça, c'est quand même quelque chose de fort. Je pense que ce sera certainement pas suffisant, mais déjà, avoir des voitures pas chères, ça permet de faire venir des gens en concession. L'idéal, ce serait de refaire un peu le coup de l'ami, où on a une voiture qui est pas chère, mais qui est aussi désirable, qu'on a envie d'avoir en tant que telle, au-delà du côté pas cher. Deuxième point intéressant selon moi pour Citroën, c'est la garantie 8 ans de ces voitures. Alors sur les éléments les plus importants, la batterie, le moteur, la boîte de vitesse pour les véhicules thermiques, qui sera là un élément indispensable pour maintenir la valeur résiduelle et rassurer les acheteurs des Citroën et de Stellantis en général. S'engager sur une garantie aussi longue, ça oblige Stellantis à faire le nécessaire pour fiabiliser ces voitures et avoir moins de coûts de garantie pour ces voitures. Ceci dit, ces deux points ne seront absolument pas suffisants pour remonter la pente selon moi. Je pense qu'il faut très rapidement que la C3 de base soit mieux équipée, surtout avec un écran embarqué et Apple CarPlay Android Auto. C'est pour moi le minimum pour une voiture à 25 000 euros prix catalogue. Et je pense aussi que Citroën devra un petit peu faire le ménage dans ses gammes, mieux positionner l'offre de la IC3 Aircross qui n'est pas disponible en version 7 places, et surtout faire le ménage dans la gamme de la C4 électrique, parce que la C4 électrique propose une version finalement assez comparable à la C3 en termes d'autonomie et de recharge, qui n'a plus grand intérêt. La version qui a de l'intérêt, c'est la version qui est homologuée pour 416 km WLTP, mais celle-là n'est disponible qu'en version haut de gamme à 38 000 euros, soit proche des prix d'une Tesla Model 3. Donc il va falloir cette année, à mon avis, que Citroën ne fasse que la version à 415 km WLTP et la propose sur des finitions d'entrée de gamme, si possible, le plus proche possible des 30 000 euros. Comme ça, on aura une gamme qui sera à peu près cohérente dans l'électrique Citroën, avec une IC3 de 20 à 25 000 euros avec un équipement correct, et une IC4 plus polyvalente, plus d'autonomie, autour de 30 000 euros. Et est-ce que avec une telle gamme, Citroën peut remonter la pente? Eh ben, je vous laisse me le dire en commentaire.
Est-ce que vous seriez client d'une Citroën IC3 avec 325 km d'autonomie telle qu'elle et un bon équipement, notamment avec Apple CarPlay, Android Auto? Est-ce que vous seriez client d'une IC4 à 30 000 euros si elle était homologuée pour 415-420 km d'autonomie, alors qu'aujourd'hui c'est 38 000 euros? Et ben, je serais très intéressé de le lire en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous pensez des différents événements que je vous ai cités des 15 dernières années de Citroën, qui ont, à mon avis, entraîné cette situation délicate dans laquelle la marque est aujourd'hui. Je suis très intéressé de savoir si vous avez eu un Picasso, par exemple, si vous avez acheté une C4 Cactus. Racontez-moi tout ça en commentaire. Comme d'habitude, je suis ravi de vous lire. Merci encore pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages et vos abonnements. Ça me fait toujours super plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.